Les éditions Execo présentent Le bébé et les fourmis. Une histoire écrite et racontée par Michel Brugnot. Illustration musicale Daniel Pic. Première partie où l'on rencontre les fourmis pour la première fois. Tout semble enfin calme au bord de l'étang. Les deux pêcheurs, après avoir rangé leurs cannes et leurs épuisettes, ont quitté la place. Et dans le ciel maintenant bleu sombre, le soleil ressemble à un gros ballon orange tombant au ralenti vers l'horizon après sa longue et fatigante promenade de la journée. Mais les pêcheurs ne sont pas partis bien loin. Ils sont tout simplement retournés en lisière du bois où, en arrivant au début de l'après-midi, Marc, le papa, avait garé sa voiture et installé sa femme Anna, leur fillette Louane et le bébé à l'ombre d'un grand chêne. Puis il était parti, à pied, avec son fils Yanis, en direction de l'étang. À leur approche, le coassement des grenouilles avait cessé et quelques oiseaux s'étaient envolés pour se poser un peu plus loin. L'épuisette aux manches trop grands pour lui et les bottes en caoutchouc du cousin trop grandes elles aussi faisaient ressembler Yanis à l'un des 7 nains de Blanche-Neige, mais il ne s'en souciait guère. C'était la première fois qu'il venait à la pêche avec papa et il n'était pas peu fier. Marc avait monté tout le matériel. Yanis, pressé de prendre son premier poisson et tout excité à l'idée de raconter son exploit le lendemain à l'école, sautait d'un pied sur l'autre en le regardant faire. Mais il avait rapidement découvert que la vie de pêcheur n'est qu'une attente longue et monotone. La patience n'étant pas son fort, il s'était vite lassé de surveiller le bouchon de sa ligne qui s'obstinait à flotter sans jamais s'enfoncer. Un peu à l'écart de son père qui, concentré et attentif, ne surveillait que son propre bouchon, Yanis soupirait, trépignait et s'ennuyait grave, mais n'osait quitter son poste. Du bout de ses bottes, il avait soulevé quelques pierres en espérant y trouver il ne savait pas trop quoi, mais elles ne cachaient rien d'intéressant. Il avait aussi tenté de repérer à l'oreille les grenouilles entendues en arrivant, mais prudente, elles restaient silencieuses et se tenaient à l'écart. À bout d'imagination, il s'était finalement endormi, rêvant qu'il en avait attrapé une par les pattes arrière et qu'elle se débattait comme un beau diable. Son père, patient et têtu, avait lancé son bouchon tout l'après-midi en chantonnant, ce qui avait trop énervé Yanis. Mais l'asticot qui se balançait au bout de son hameçon n'avait pas eu beaucoup de succès auprès des poissons, et il n'avait finalement attrapé, en plus de quelques lambeaux d'herbe ou détritus arrachés à la vase, qu'un seul gardon, qui aurait bien du mal à les nourrir tous les 4 ce soir. Quand ils avaient enfin plié bagages pour rejoindre le campement, Yanis avait une certitude. La pêche, c'était fini pour lui. Et il n'y reviendrait jamais, ni avec son père, ni avec personne d'autre. S'il était resté dans la grande prairie, il aurait au moins pu jouer au ballon avec sa sœur Louane. Maintenant qu'ils sont partis, Dame Grenouille, accroupie et immobile sur une large feuille de nénuphar, n'ayant plus à craindre qu'un gamin lui arrache les pattes juste pour s'amuser, fait tourner l'un après l'autre ses gros yeux globuleux pour ne rien perdre des mouvements alentours. Miss Libellule, étourdie et totalement inconsciente du danger, volait au ras de l'eau à la poursuite d'un moucheron, d'un moustique ou de toute autre bonne chose à manger, passant et repassant sans jamais la voir, un peu trop près de Dame Grenouille qui pourtant la guette comme un sucre d'orge. Quant à Bubule, après avoir passé l'après-midi au fond de la mare sans bouger, de peur de croquer par mégarde dans un hameçon déguisé en friandise pour poisson, rame maintenant mollement de ses nageoires transparentes pour venir à la surface gober une mouche étourdie ou un moucheron téméraire, en faisant un joli « oh » avec sa bouche. Car c'est l'heure où tout
le petit peuple a faim. Tout semble donc calme puisque les géants ont quitté la place. Pourtant, non loin de là, des fourmis, qui ne cessent jamais d'aller et venir en se croisant le long de chemins connus d'elles seules, avancent en direction de l'étang silencieusement et en file indienne pour ne pas attirer l'attention de Miss Libellule et Dame Grenouille, dont elles redoutent l'appétit légendaire. Quelle n'est donc pas leur surprise de voir arriver face à elles une autre file de fourmis qui semble venir tout droit de la fourmilière à vitesse maximum et en grande panique, alors que, pour tout le monde, c'est l'heure de rentrer à la maison. Arrivés face à face, les deux groupes s'immobilisent et tiennent conciliabule. Celles qui viennent de la fourmilière arrêtent celles qui y retournent. Elles remuent leurs antennes et se frôlent les unes les autres dans une grande agitation, car c'est ainsi qu'elles se parlent. « N'avancez plus, mes sœurs, notre retraite est coupée, nous ne pouvons plus rentrer chez nous. »« Qu'y a-t-il donc ?» demande Corimène d'une voix agacée. « Les géants, ils ne sont pas partis. Ils se sont installés au milieu de la grande prairie. Ils ont défoncé nos chemins, ils ont écrasé nos ponts, ils ont sûrement détruit toutes les entrées de la fourmilière. Ils ont monté une tente et installé une table pour pique-niquer. Il y a un bébé dans un couffin posé à même le sol et il y a 2 gamins qui jouent au ballon en courant partout. Et les parents ont même allumé un feu pour y faire cuire leurs poissons. Oh malheur, malheur, ils ne sont pas près de s'en aller. »« Cessez de vous lamenter, cela ne sert à rien. Taisez-vous et laissez-moi réfléchir, » s'exclame Corimène, ce qui a pour effet de stopper net les gesticulations de toutes les fourmis rassemblées. Leur cheftaine n'est pas du genre à se laisser abattre. Elle en a vu d'autres, et les géants ne lui font pas peur. Même avec eux, on peut toujours trouver une solution. Il suffit de prendre le temps de réfléchir pour élaborer une stratégie. Mais il lui faut d'abord calmer sa petite compagnie qui, comme d'habitude, panique pour un oui ou pour un non. Elle n'est pas cheftaine pour rien, et, pleine de sagesse et de bon sens, elle a l'habitude de mener ses guerrières avec autant d'autorité qu'un général d'armée mène ses troupes au combat. Tandis que quelques murmures reprennent çà et là parmi les fourmis, et qu'elles recommencent à s'agiter, Corimène monte sur un caillou, se dresse sur ses pattes de derrière et frappe ses pattes de devant l'une contre l'autre. Cela ne fait certes aucun bruit, mais les autres membres de la troupe, qui ne l'ont pas quitté des yeux, savent que chez elle, c'est signe d'une colère grandissante. Elles la connaissent trop bien et craignent son courroux à juste titre. Elles s'immobilisent donc à nouveau, attentives et muettes. Le bébé et les fourmis. Deuxième partie, la fourmilière est en grand danger. Tandis que Corimène réfléchit, les fourmis recommencent à s'agiter. Alors, la cheftaine se fâche et élève la voix. « Taisez-vous toutes et écoutez-moi. Ne répondez que lorsque je vous interrogerai. Qui les a vus ?»« Moi, je les ai vus. Ils sont affreux. » dit Pignette en zozotant copieusement. « Moi, j'ai eu très peur. » bégaye Rogune qui en tremble encore. « Moi, peu cher, ils sentent de mauvais. » grimace Goïgne en se pinçant le nez. Arrivée de Marseille dans une corbeille de fruits quelques jours auparavant, elle n'avait pas encore perdu son accent du midi. « Silence !» dit Corimène. « Pignette, combien sont-ils ?»« Beaucoup, enfin, je crois, je ne sais pas, ils sont si grands et si gros. »« Et ils sentent si mauvais, » continue Goïne. Et moi, très en colère, Corimène ne laisse pas à la pauvre Rogune le temps de finir sa phrase. « Silence, je vous dis, ou je me fâche pour de bon. Qui les a comptés ?»« Moi, je les ai comptés, ils sont 100. »
dit Pignette. Rogune s'empresse de bégayer. Moi, ils sont 1000. Égoïne de pleurnicher. Moi, j'ai bien essayé de les compter, mais peu cher, il y en avait beaucoup trop. Suffit. Vous n'êtes que de petites sottes et de grandes menteuses. Vous racontez toutes n'importe quoi. Ce n'est pas ainsi que nous arriverons à quelque chose. Corimène comprend vite qu'il est inutile de les interroger. Elles sont encore trop effrayées. Je dois aller voir, dit-elle d'une voix ferme. Misère de misère, tu vas repasser toute seule près de l'étang. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.